Et si je vous disais que l'agriculture est responsable de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde? Que sur les sols cultivés, 70% de la couche arable, essentielle à la croissance des plantes, a disparu à cause des engrais et des pesticides. Et que le secteur agricole capte près des 2 tiers des ressources en eau dont elle est le premier pollueur. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Le problème, c'est qu'en 2050, nous serons 9 à 10 milliards de terriens. Comment nourrir l'humanité sans tuer la planète? Une solution explorée par les paysans et les géants de l'agro-industrie, c'est l'agriculture régénératrice, cultivée en réparant les sols, l'eau et l'atmosphère. La ferme normande du Grand Capendu, à 2 heures de Paris, est en pleine transition. 4 ans déjà que Vincent Romain relève le défi. Faire de la grande culture céréalière en réparant les sols. Aujourd'hui, l'exploitation est passée en bio, pas de pesticides ni d'engrais chimiques donc. Mais pas de labour profond non plus. Et normalement, là, on va les trouver. Résultat, les micro-organismes et autres vers de terre font leur grand retour. Ça veut dire que ça vit et que ça bouge. Qu'on peut nourrir des plantes avec le sol. Allez, viens les filles. Réparer le sol pour nourrir la plante, c'est le credo de l'agriculture régénératrice. Pour enrichir la terre, Vincent et sa femme Julie sont revenus aux fondamentaux. La bête à cornes. Le fumier, il permet de dynamiser l'activité du sol. Vous pouvez mettre d'autres matières, mais c'est quand même le fumier qui fonctionne le mieux. Là, mes animaux, ils viennent récolter eux-mêmes. Mon travail, c'est ça, quoi. J'ai pas besoin de tracteur, j'ai pas besoin de fuel, j'ai pas besoin de... Voilà. Le troupeau est donc essentiel dans l'équilibre économique de l'exploitation. Les vaches sont élevées à l'herbe. On s'est déchargé de la ration dite conventionnelle à base de maïs qu'il faut équilibrer avec du soja. Donc j'ai plus du tout connecté aux cours mondiaux du soja. Reste le plus difficile, obtenir de bons rendements. Pour éviter la monoculture qui appauvrit les sols, Vincent et sa femme testent des plantations en bande, par exemple du blé destiné à la vente et de la luzerne pour nourrir la terre. Mais sans produits chimiques, le blé perd la partie. C'est moche. Il y a un problème de concurrence. Et globalement, pour l'instant, tous les essais que j'ai faits, la culture que je mets en place ne gagne jamais. C'est toujours le couvert qui gagne. Vincent et Julie ont la foi des convertis et s'apprêtent à investir 100 000 € dans un prototype de tondeuse industrielle pour faucher la luzerne sans abîmer le blé. La mécanique remplace les intrants chimiques. C'est pour révolutionner un petit peu la vision de l'agriculture et de montrer en fait qu'il est possible de faire différemment. Faire de l'agriculture biologique sans travail du sol, voilà, c'est le nerf de la guerre pour les générations futures. Selon les premières études, la transition de l'agriculture conventionnelle vers des pratiques régénératrices dure entre 5 et 7 ans. De grandes multinationales comme Danone plébiscitent l'agriculture régénératrice. Pourquoi ? Je pense que ces grands groupes sont vraiment très intéressés par l'agriculture régénératrice. Toutes les critiques qu'il y a sur l'environnement, ça les fait bouger. Il y a ce rêve de pouvoir faire la synthèse entre une agriculture qui serait respectueuse de l'environnement tout en restant sur des modèles industriels. Donc là, c'est clairement un objectif plutôt de business, mais qui, à la pratique, a du mal à quand même tenir ses promesses. Donc on peut peut-être parler de greenwashing en vérité. Faut-il créer un label officiel agriculture régénératrice ? Alors, ça se heurte à 2 difficultés, cette question sur les labels. La première, ça serait déjà de définir ce que c'est que l'agriculture régénératrice, parce que c'est quand même un fourre-tout extrêmement vaste. Et deuxièmement, ça serait celle du passage à l'échelle, parce que c'est une chose d'avoir un groupe d'une centaine d'agriculteurs qui expérimentent, etc. C'en est une autre d'avoir un label qui s'applique potentiellement à des centaines de milliers, voire des millions d'agriculteurs. Et là, on voit bien qu'il y a toujours une perte en charge et une perte de sens entre ce qui est très bien en micro et ce qui doit être développé en macro. Faut-il conditionner les aides publiques aux pratiques durables ? Ce qu'il faut aussi, c'est avoir le courage de prévenir les formes d'agriculture qui sont les plus impactantes sur l'environnement. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les bons, ça on sait à peu près le faire, mais il faut aussi pouvoir dire à ceux qui sont problématiques, eh bien, faut arrêter que vous polluiez et vous allez vraiment avoir des sanctions. L'agriculture régénératrice, c'est un peu le judo appliqué à la paysannerie.
on utilise la force de l'autre pour atteindre ses propres objectifs. Sur le tatami comme dans les champs, plus besoin d'action brutale pour obtenir des rendements. Il suffit de laisser la terre se régénérer. Règle numéro 1, diminuer voire abandonner les produits chimiques et le labour profond. À la place, on laisse travailler les troupeaux, les vers de terre, les insectes et les micro-organismes. Résultat, les sols stockent mieux le carbone et sont plus riches en matière organique. Ce que nous retrouvons sous forme de nutriments dans nos assiettes. Règle numéro 2, immobiliser son partenaire par la mise en jachère, la rotation des cultures, le paillage des sols, ce qui les protège de l'évaporation et de l'épuisement. En réalité, l'agriculture régénératrice est surtout pratiquée à la carte et mélange bonnes et mauvaises pratiques. Reste à trouver l'arbitre impartial qui fixera pour tous les mêmes règles du jeu. C'est tout pour aujourd'hui. Découvrez d'autres solutions pour une économie autrement sur le site de France 24, sur les pages de Plan B sur Facebook et sur X et sur ma page LinkedIn. Tchuss!